Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'info La Totale dimanche. Tout de suite, le sommaire. Crise du secteur éducatif, 5 syndicats d'enseignants ont signé le protocole d'accord alors que le QSEMS et le SAEMS consultent leur base, ce après presque 3 mois de grève. Mais aujourd'hui, quel est le mental des élèves sénégalais après cette très longue pause? La possibilité de repousser la date des examens scolaires. Des réponses à suivre tout à l'heure avec notre confrère Badesek, journaliste à la division radio-télévision scolaire dans Confraternellement. Et puis, dans Coin Éco, s'intéresse ce soir à l'économie des infrastructures sportives et autres prétextes. Le stade Abdoulaye Wade, inauguré mardi dernier par le président Macky Sall, Mamadou Ndiaye, va recevoir sur ce plateau Dr Mor Gassama, économiste, enseignant, chercheur à l'Institut national supérieur pour l'éducation populaire et du sport, UCAD, pour des analyses un peu plus approfondies sur ce nouveau bijou du Sénégal. Et diplomate ce soir, c'est sur la situation en Ukraine où des pourparlers entre Kiev et Moscou sont confirmés par les autorités ukrainiennes. L'Ukraine qui fait face d'ailleurs depuis le 24 février dernier à une attaque militaire de la Russie. Ce soir, Diplomate vous propose une analyse avec le spécialiste sur les possibles conséquences de cette guerre sur les différents secteurs d'activité sur le monde également. Pour en parler, nous serons avec Dr Abdourahmane Diallo, enseignant-chercheur des langues et civilisations slaves à UCAD. Quel lien les Sénégalais ont-ils avec le drapeau et d'où vient cette étoffe qui n'en est pas simplement une? Ce bout de tissu est l'identité d'une nation. Bouillon Culture s'y est intéressé et nous verrons tout cela avec Boubacar Dieng tout à l'heure. Ailleurs, nous mènera à Diamniadio. Babacar Seck nous propose un reportage. C'est pour faire l'état des lieux d'un coin perdu et une ville en devenir. Ce sera tout à l'heure. Le métier de bijoutier est son métier dangereux. Prétexte de ce questionnement, Ndongo Gueye, c'est le nom du bijoutier qui a été tué et abandonné dans sa voiture la semaine dernière. Pour certains d'entre eux, ils sont conscients des dangers liés à leur travail. Le reportage à suivre tout à l'heure dans Tranche de vie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Depuis presque 3 mois, l'école publique sénégalaise est paralysée par des séries de grèves. Mais ce jeudi, 5 syndicats sur 7, oui, ont paraphé le protocole d'accord avec l'État du Sénégal. Les enseignants sont en grève et ce sont les élèves qui subissent les conséquences de ces perturbations. Ces élèves disent être très affectés par cette situation parce que beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui démotivés. Ils lancent un appel au gouvernement pour que des mesures soient prises et que les heures perdues soient rattrapées avant la date des examens. Mme Seynabou Babou et Seydi Nambaye pour plus de précisions. Les jours passent, la crise scolaire demeure. Plus de 93 jours, soit 3 mois que les élèves ne suivent pas normalement leurs cours à cause des grèves répétitives des enseignants. Dès 10 heures, les établissements se vident. Après 1 heure de cours, les élèves rentrent chez eux. Mam Koumba ne cache pas son inquiétude. Bon, ça nous fait souffrir, ça nous fait mal et ça gâte notre éducation. Et aussi, ça nous fait souffrir parce qu'on rate des cours très importants. Maïmouna avoue cette démotivation. Les grèves finissent par nous rendre paresseuses. Nous-mêmes, on ne sait pas comment on doit faire. On n'a même pas de fascicules, on n'a rien du tout. On reste paresseuse. Quand on vient à l'école, le 9h, on rentre, cette même heure-là, on rentre encore à la maison. Les élèves ont-ils une alternative pour éviter de désapprendre? La réponse de Abdoulaye. On essaye, mais vous devez savoir que ce n'est pas tout évident. On peut essayer d'aller sur YouTube, essayer de former des groupes de travail, mais au bout de 2 mois, ça peut aller. Mais après 2-3 mois, ce serait impossible. Les élèves vont se relâcher, vont se démotiver et nous ne pourrons plus continuer ainsi. C'est pas tout facile. Il y a des gens qui se déplacent de très loin pour venir à l'école sans pour autant faire cours. Et nous tenons quand même à rappeler à M. Macky Sall qu'il est né au Sénégal, qu'il a grandi au Sénégal, qu'il a fait ses études ici au Sénégal et que c'est le Sénégal qui a payé ses études. Donc
il a une dette envers le pays. L'impact des grèves sur les enfants est celui concernant certains. Certains élèves qui ont une conscience de leur responsabilité en tant qu'élève qui veut réussir dans la vie, qui sera demain un des responsables de ce pays-là, ces crises-là ne peuvent pas ne pas l'inquiéter pour, en tout cas, développer un sentiment d'inquiétude. Un sentiment d'inquiétude qui est à côté, justement, d'un sentiment de stress par rapport surtout à ceux qui vont faire des examens, par rapport à leur carrière, par rapport à leur avenir. Pour ceux-là, effectivement, qui ne sont pas conscients de ce qui les attend, ils vivent les grèves répétitives comme des moments de récréation. Le gouvernement multiplie ses rencontres avec les syndicats, mais c'est toujours l'impasse. L'école pourra-t-elle être sauvée cette année? Parents et élèves ne veulent surtout pas entendre parler d'année blanche. Voilà donc, c'était le sujet de Confraternellement et justement pour approfondir un peu plus sur ce sujet, notamment l'état d'esprit de ces élèves qui sont restés pendant presque 3 mois sans faire de cours. Nous sommes avec notre confrère Badé Seck, vous êtes directeur journaliste et à la division radio-télévision scolaire. Bonsoir Badé. Bonsoir Awa. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons tout justement de le voir, le reportage avec ces élèves qui sont inquiets, qui sont préoccupés par cette reprise. Comment est-ce qu'ils comptent s'adapter aujourd'hui après cette si longue pause pour avoir de nouveau le goût de l'apprentissage? Merci Awa et tout le plaisir est pour moi. Je voudrais tout d'abord me féliciter donc, de ce dénouement heureux qu'on a vu la dernière fois entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, pour féliciter le gouvernement qui a accepté de mettre la main dans la poche pour pouvoir régler quelques problèmes. Et je pense qu'aussi il va de soi de remercier les enseignants qui vraiment ont un esprit de dépassement, de responsabilité, mais aussi un engagement citoyen pour pouvoir accompagner le secteur de l'éducation pour le développement national. Par rapport à votre question, quant à l'esprit donc de ces élèves, je pense que c'est tout à fait normal d'être inquiet. Et je pense que les parents, tous les acteurs de l'éducation nationale étaient inquiets, je puisse m'exprimer, parce que la crise a duré pendant presque 3 mois. Donc c'était l'occasion, vraiment, c'était très normal d'être inquiet. Mais je pense que les élèves n'ont pas à avoir peur, parce que on a constaté ces dernières années où il y a la crise en 2020 et en 2021, les élèves sont devenus de plus en plus résilients. Comment? Parce qu'à chaque crise, on pense que les résultats qui vont suivre seront peut-être catastrophiques. Mais les élèves, dès la reprise des cours, ils savent comment gérer pour pouvoir vraiment être à jour. Donc je pense qu'ils ont la possibilité aujourd'hui de reprendre les cours, mais aussi à travers l'encadrement donc des professeurs. Donc je pense que eux aussi ils se soucient très bien donc des résultats de ces élèves, vont mettre le paquet, ils savent là où ils doivent mettre le doigt pour pouvoir accompagner ces élèves afin d'obtenir de très bons résultats. Donc je pense qu'avec le numérique, avec les cours à distance, je pense que les élèves auront assez de moyens pour pouvoir être à jour et rattraper le temps qui est perdu. Et voilà, justement, le problème de temps, 3 mois, ce n'est pas rien quand même. Et ces élèves-là sont restés presque 3 mois sans aller à l'école. Et leur souhait, lors de leur manifestation, la dernière manifestation, c'était qu'on puisse prolonger les horaires de cours, ou plutôt réaménager les heures de cours pour qu'ils puissent rattraper tout ce temps perdu, pour que également le programme scolaire soit bouclé. Quelle est la possibilité de cette demande des enfants aujourd'hui? Bon, je pense que à mon avis, c'est légitime, parce qu'ils ont perdu à peine 3 mois, si on prend du moyen et du secondaire. Mais ce qui ne l'est pas totalement du côté de l'élémentaire. Je pense que du côté du moyen secondaire, où on a constaté la grève depuis le début du mois de... comment dirais-je, on est à 3 mois, par exemple. Maintenant, je pense que le réaménagement du calendrier scolaire, le réaménagement donc, du calendrier des examens scolaires également, et du programme, tout va dépendre, donc, je pense,
du ministère de l'Éducation nationale qui, avec ses autorités, avec ses représentants au niveau donc déconcentré, et je veux parler des IA, des inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation et de la formation, qui puissent faire une analyse situationnelle, donc dans chaque coin du pays où en est-on au niveau du quantum horaire. Donc je pense que c'est à partir donc de ce diagnostic, à partir de cette analyse que le ministre de l'Éducation nationale, qui sera bien entendu accompagné donc de ces technopédagogues, vont y réfléchir ensemble pour pouvoir voir est-ce qu'il y a possibilité de réaménager le programme, est-ce qu'il y a possibilité de réaménager le calendrier scolaire. Parce qu'on l'avait vu en 2020, en 2021, quand la Covid a sévi dans ce pays, on a vu à un moment donné les cours sont arrêtés, mais on a diminué peut-être le programme scolaire. Ça, c'est possible. Et par rapport aux examens ici, on a repoussé les dates. Je pense que ce scénario, notre pays l'a déjà vécu et je pense que le ministère a déjà cette expérience de pouvoir gérer les examens. Mais toujours, ce qu'il faut craindre, c'est peut-être si on repousse un peu les dates, c'est qu'on va vers l'hivernage. Alors, il y a des zones inondables, il y a des zones aussi où il pleut très tôt. Donc, il faut également penser à toutes ces péripéties pour pouvoir vraiment retoucher l'année. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale, une fois toutes ces données donc de situation de par zone, pourra peut-être trancher pour un report des examens ou bien pour un réaménagement du calendrier. Donc je pense qu'il va trancher à la faveur donc, de ces élèves-là, de ces parents qui redoutent tant. Voilà, comme cette crise également, la crise sanitaire a permis au ministère de tutelle d'avoir d'autres alternatives. C'est le cas du projet de télévision, la chaîne de télévision Canal Éducation qui avait été créée donc, pour accompagner les élèves lors de la crise sanitaire. Qui est devenu ce projet aujourd'hui? Effectivement, donc il faut le saluer, cette initiative, parce que à partir de la Covid, je pense que nous avons appris de très bonnes leçons. Aujourd'hui, si nous pouvons avoir des résultats qu'on n'a jamais eu depuis les années 80, je puis dire, c'est grâce peut-être à la technologie, au numérique que le ministère de l'Éducation nationale a développé depuis que les écoles sont fermées en mars 2020. Alors, c'est quoi? C'était Canal Éducation qui était là et tout un dispositif d'accompagnement à travers des plateformes Google Teams, Meet, Classroom, des applications auxquelles les élèves peuvent interagir avec leurs professeurs à distance, à la maison, on peut apprendre. Donc, au niveau donc, de la DRTS où je viens, je salue au passage le directeur Massamba et tout son personnel, ont développé des initiatives Apprendre à la maison. C'est des ressources numériques qu'on dispense là-bas, des cours qui sont supervisés par les inspecteurs généraux de l'éducation, les IGEF, et des pôles d'inspecteurs au niveau des IA qui produisent des leçons et ces leçons sont validées avant diffusion à la télé pour que les enfants puissent les suivre. Donc je pense que c'est un dispositif qui est déjà huilé, on y travaille et il est encore heureux de voir le ministère de l'Éducation nationale très engagé dans cette initiative pour pouvoir accompagner également la DRTS ces temps-ci. On est en phase pour pouvoir accompagner la DRTS dans ses productions de ressources numériques avec vraiment des studios nouveaux qui peut-être permettront de pouvoir produire le maximum de ressources numériques qui sera d'un grand apport pour ces élèves qui sont en classe d'examen, mais aussi qui sont en classe d'intermédiaire. Parce que le dispositif prend en charge toutes ces catégories-là, les élèves en classe d'examen comme les élèves en classe intermédiaire. Donc je pense que c'est un dispositif qui aussi aujourd'hui qui est copié sans pour autant se glorifier par certains pays donc, de la sous-région. On a des retours, on nous a félicité de tous bords puisque donc, cette initiative a été d'un grand apport au système éducatif lors de des retours par ici, des retours des élèves du Sénégal, est-ce que ça a donné des résultats? Tout à fait, les parents d'élèves, parfois on met des reportages à la maison, ils nous disent que, et même les élèves qui le disent, moi j'ai appris cela grâce à la télé, j'ai appris cela grâce au dispositif web du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est des ressources qui sont stockées c'est des contenus qui sont stockés dans des supports auxquels l'élève peut aller directement sans l'intermédiaire de son professeur. Donc, je pense que c'est là où je parlais je disais que les élèves sont devenus maintenant plus résilients parce qu'ils savent là où
le savoir se trouve et ils y vont directement pour pouvoir piocher et préparer la leçon à venir ou bien ce qui les attend. Donc, ce qui les attend donc, pour l'examen. Je pense qu'avec ce dispositif, c'est l'occasion de lancer cet appel pour que au moins le président de la République puisse vraiment apporter ce projet d'une plus grande envergure parce qu'on est à l'ère du numérique et je pense que tout le travail que nous faisons, maintenant on le fait grâce au numérique et je pense que l'éducation nationale aussi, le ministère également, l'a compris avec le PROME. C'est un projet pour le téléenseignement donc, qui pilote tous ces dispositifs numériques-là pour pouvoir accompagner les études à distance. Voilà, donc merci beaucoup, M. Badesek. Je rappelle que vous êtes journaliste à la division radio-télévision scolaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était le sujet de Confraternellement qui revenait sur la crise du système du secteur éducatif. 5 syndicats, je le rappelle, ont signé le protocole de l'État sur 7. Donc, on peut espérer que bientôt les élèves reprennent le chemin de l'école avec une forte mentalité. Les outils sont là pour pouvoir se former, pour pouvoir réviser, pour pouvoir apprendre surtout avant les examens. La suite de la Totale dimanche, tout de suite. À présent, Coin Éco qui s'intéresse aujourd'hui à notre infrastructure sportive. Depuis quelques années, vous le savez, le Sénégal s'est résolument inscrit sur la voie du développement d'infrastructures sportives à l'échelle nationale. Stade Abdoulaye Wade, inauguré mardi dernier, Dakar Arena, l'arène nationale et la réfection prochaine des autres stades comme Léopold Sédar Senghor ou encore Stade Demba Diop. Des défis qui sont énormes. Toutefois, la carence n'est pas définitivement vaincue car mis à part le football, le basketball ou encore la lutte, certaines vivent encore l'inconfort. Le dossier Coin Éco porte la signature de Mame Abdou Gaye Kassé. Le Sénégal a inauguré en fanfare le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio le 22 février dernier. Un baptême qui a vu la participation de prestigieux politiques et sportifs venus de partout dans le monde. Avant ce joyau, la route a été longue et pénible, fait savoir ce juriste de formation spécialisé en droit et économie du sport. Il tire un bilan mitigé de la politique d'infrastructure sportive nationale. Si on prend 3 disciplines majeures, à savoir le football, l'athlétisme, le basketball, le disponible ne permet pas de satisfaire tous les besoins. Bien qu'il y ait une politique d'infrastructure sportive nationale mise en place par l'État du Sénégal pour réserver ce gap. Toutefois, il reconnaît que l'État a consenti beaucoup d'efforts pour construire des infrastructures sportives non seulement à Dakar, mais également à l'intérieur du pays. Il faut noter qu'il y a des avancées notables depuis quelques années, avec le maillage du territoire, notamment au niveau régional, en un stade multifonctionnel, c'est-à-dire qui peut accueillir plusieurs disciplines, notamment le football, l'athlétisme, le basket, etc. Néanmoins, on a un déficit. Beaucoup de disciplines ne peuvent pas mener leurs activités au Sénégal faute d'infrastructures. Donc il y a un travail à faire au niveau national. La faute n'incombe pas uniquement à l'État, le secteur privé national aussi soutient-il. Le secteur privé n'est pas tellement développé en matière de construction ou de gestion d'infrastructures. À quelques exceptions près, notamment en football avec les centres privés, appartenant à Djambar, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, à la limite NGV récemment, avec la réception de leur stade. Mais pour le reste du secteur privé, il n'y a pas d'initiative. Ce secteur devait venir en appui à l'État pour une offre plus étoffée en matière d'infrastructures sportives. Le manque criant d'infrastructures répondant aux normes internationales fait perdre beaucoup d'argent inquantifiable au Sénégal qui n'a pas mis en place les comptes économiques du sport pour la transparence et la traçabilité. Comptabiliser ce manque s'avère difficile, dans la mesure où le Sénégal n'a pas établi ce qu'on appelle les comptes économiques du sport,
c'est-à-dire les comptes satellites du sport. Par exemple, la part du sport dans le revenu national n'est pas définie. La part du sport dans le produit intérieur brut n'est pas définie. Si on l'avait fait d'une manière scientifique, là, on pourrait dire que le manque à gagner s'élève à tant. Donc, scientifiquement, on ne peut pas s'avancer sur ce terrain. Avec le stade de Maître Abdoulaye Wade, Dakar Arena, l'arène nationale et la réfection à venir de Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, entre autres, cet ancien agent au ministère des Sports est convaincu de l'ambition de la politique sportive des autorités mise en branle depuis quelques années maintenant. Vous l'avez compris, c'est donc Coin Éco, le sport ravive les passions. Vous le savez, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations remporté par le Sénégal. Notre pays est perçu aujourd'hui comme un laboratoire d'essai d'une nation de football d'élite. D'ailleurs, le président de la FIFA, Infantino, a vanté ses avancées à l'inauguration de ce stade, Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Aujourd'hui, pour en parler avec nous sur ce plateau, Dr Mor Gassama, économiste, enseignant-chercheur à l'Institut national supérieur pour l'éducation populaire et du sport. Il est interrogé par notre doyen, Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye, je vous salue et c'est à vous de dérouler. Merci, Awa. Nous accueillons, comme tu l'as dit, Awa, Dr Gassama. Docteur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Ravi de vous retrouver. Hein. Vous avez la forme là. Hein. Et c'est l'effet Coupe d'Afrique des Nations, le titre de champion du Sénégal ou quoi? D'Afrique plutôt. C'est difficile de dire le contraire, mais comme nous sommes de l'INSEPS aussi, on est censé toujours être en forme. Très bien. Vous êtes économiste, mais vous êtes aussi économiste du sport. C'est voilà, une matière assez intéressante, mais puisque à la faveur justement de cette Coupe d'Afrique que nous avons remportée, on s'intéresse un peu à l'impact du sport sur la vie de la nation, mais en même temps aussi sur ses effets économiques. Voir un peu s'il y a un lien entre sport et économie. Mais aujourd'hui, avec la Coupe d'Afrique que nous avons remportée, peut-on dire qu'au Sénégal, c'est l'âge d'or? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc, les choses vont changer, ça c'est clair et net, parce qu'un pays qui court derrière un titre de champion et quelqu'un qui est devenu champion, je pense que ce n'est pas la même chose en matière de recherche de partenariat, en matière donc d'attractivité pour les investisseurs. Je pense que tout cela, en tout cas, c'est une situation qui joue donc en notre faveur. Maintenant, ça dépendra de comment nous allons saisir cette opportunité-là, aussi bien au niveau du port public qu'au niveau aussi des différents clubs et formateurs. Quels sont les avantages que nous pouvons tirer de ce statut que nous avons déjà maintenant? Déjà avec ce statut, moi je pense que ça va d'abord donc renforcer donc la formation, parce que tous ceux qui hésitaient encore à mettre donc leur sou dans ce domaine-là, je pense que avec ce statut, ils savent que vraiment il y a du talent et qu'il y a cet esprit donc guerrier qui est là, au-delà de cet esprit de gagneur. Donc il va falloir profiter donc de cette situation. Pour les ports publics aussi, c'est la même chose. Si depuis quelques années quand même, les acteurs du sport ont toujours demandé au port public d'augmenter encore donc le budget pour qu'il y ait un budget beaucoup plus d'ambition. Je pense que c'est le moment de le faire. C'est le moment également d'augmenter les infrastructures à l'intérieur du pays. Parce qu'en réalité, en dehors de Dakar et un peu Thiès, presque c'est le désert total à l'intérieur du pays. Un désert qui va être comblé sûrement avec peut-être les retombées financières donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les retombées, certainement, parce que si du côté des centres de formation ou des écoles de football, je pense que ça va leur permettre peut-être de rapidement d'avoir aussi des partenaires stratégiques. Les collectivités territoriales, comme aussi ceux qui s'activent dans l'hôtellerie et autres. Donc je pense qu'avec le tourisme qui va trouver son compte dedans, parce que pendant quelques semaines quand même, surtout le week-end,
où nous avons remporté la coupe, presque toutes les chaînes du monde ont parlé du Sénégal à plusieurs reprises en boucle. Oui. Donc si le gouvernement devait décaisser de l'argent uniquement pour faire de la publicité, je pense que je ne suis même pas sûr qu'on pourrait atteindre autant de personnes. Donc ça veut dire qu'il n'y a que le football qui pourrait nous rapporter cela. Donc ça veut dire que ces secteurs-là vont le sentir. Maintenant, l'autre retombée peut-être, c'est le fait que les pouvoirs publics soient beaucoup plus déterminés à accompagner donc, les autres régions. Parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous sortez de la région de Dakar et de celle de Thiès, je pense que pour le reste, les gens manquent réellement d'infrastructures sportives. Le président de la FIFA dit vous avez un stade de rang mondial. C'est d'abord flatteur, mais ensuite dit par quelqu'un qui est un global leader. Ça peut inciter peut-être les investisseurs dans le sport à davantage pointer leur doigt sur la carte du Sénégal pour dire voilà une destination assez intéressante. Est-ce que c'est ça? En tout cas, il faut saluer quand même cette victoire diplomatique donc des autorités de la République. Parce que pour l'inauguration, réunir autant de sommités, autant de célébrités, je pense que ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout gagner d'avance avec ce contexte donc, de pandémie Covid-19. Après, il y a toute une médiatisation derrière, donc ça veut dire que le président de la FIFA qui parle, forcément, donc les gens vont prêter une oreille attentive. Cela montre encore une fois que l'infrastructure, en tout cas, donc, est de qualité. Voilà, maintenant, après, l'autre défi qui nous reste en tout cas à relever, c'est surtout maintenant l'entretien. Parce qu'en Afrique, on sait construire, mais notre défaut majeur, c'est l'entretien. On ne peut pas avoir autant un budget pareil et le négliger. Ce serait une erreur monumentale. Voilà, ma question, c'est par rapport à cette infrastructure-là. C'est bien d'avoir des infrastructures. L'entretien, c'est un défi, mais l'autre défi aussi, on sait que le stade, c'est des milliers de places, 50 000 si je ne me trompe. Aujourd'hui, comment est-ce que l'État du Sénégal pourrait rentabiliser ce bijou sportif-là et surtout encourager les Sénégalais à aller jusqu'à Diamniadio pour suivre des matchs, des compétitions, pour pouvoir rentabiliser cette infrastructure-là? Oui, bon, rentabiliser entre guillemets, parce qu'on ne tient pas coûte que coûte à rentabiliser donc, le bien, puisqu'il faut raisonner dans le long terme. Voilà, un bien qui est là, qu'on va utiliser au moins pour 30 ans ou plus. Je pense que le premier défi, c'est d'abord l'entretien. Ensuite, c'est des manifestations qui pourraient être organisées là-bas, donc des rencontres internationales. Mais également, continuer quand même à inciter davantage donc, les Sénégalais, en tout cas, à assister donc, aux différentes manifestations qui seront organisées là-bas. Mais également, il y a un musée. Il y a un musée qui est là-bas. Il faudrait aussi donc communiquer là-dessus, comme ça tous les touristes qui passeront à Dakar auront vraiment la curiosité de découvrir le stade, mais aussi de visiter le musée. Cela veut dire qu'il y a toujours donc des retombées. Là, si on voudrait calculer ça sur 1 an ou 2 ans, on risque de fausser les choses, mais il faudrait voir vraiment dans le long terme, c'est-à-dire dans les 20 ans, 30 ans à venir. Ça veut dire que le premier défi, en tout cas à relever, c'est l'entretien. Après le reste maintenant, il faudrait simplement diversifier. Donc, et je sais, parce que là peut-être j'aurais pu même le glisser donc, dans ce que je disais tout à l'heure, la première réponse. Avec cette victoire des Lions, ça veut dire que ça va attirer davantage aussi les investisseurs et on peut aussi avoir beaucoup d'argent par rapport donc, au sponsoring. Alors il y a une question qui... Merci Yawa. Il y a une question qui est liée sans doute au statut des joueurs, des internationaux sénégalais. Il y a une grosse vedette donc, de la NBA qui a dit tout son étonnement par rapport à la personnalité donc, de Sadio Mané. Il y a un tennisman de premier plan également qui s'est beaucoup plu en regardant le match du football du Sénégal face à l'Égypte. Il y a également d'autres notoriétés peut-être qui se sont ajoutées pour vraiment dire leur impression de l'équipe nationale du Sénégal. Est-ce que selon vous, à partir de maintenant, ces joueurs-là, puis individuellement, les Kalidou Koulibaly, j'en passe, ils peuvent être justement des véhicules de notoriété, n'est-ce pas, pour le pays, travailler à avoir une cohérence, n'est-ce pas, pour permettre au Sénégal d'être non seulement visible, mais attractif? Je pense que nos sportifs ont toujours joué ce rôle-là. Parce que lorsque vous êtes en Europe ou ailleurs, dans la plupart du temps, certains pensent même que lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est un pays. Je vous assure. D'ailleurs, c'est pourquoi
la dernière fois, parce que lorsque vous suivez les informations, on vous dit le sommet France-Afrique ou le sommet Chine-Afrique. Donc vous dites que peut-être donc voilà ces deux pays qui se rencontrent alors que c'est pourquoi d'ailleurs la semaine dernière lorsqu'il y avait donc ce sommet-là Union africaine Union européenne, je me suis dit enfin l'Union africaine vraiment va négocier avec son alter ego quoi. Voilà, cela montre encore une fois que les prouesses vraiment de nos athlètes dans tous les domaines participent quand même à rehausser l'image en tout cas de notre pays et au-delà aussi à vendre la destination du Sénégal. Comment peut-on mesurer ou apprécier la contribution donc du sport à la formation donc de la croissance dans le PIB? Voilà. Des instruments qui sont déjà affinés pour ça. Donc ça va être un peu compliqué, mais ça reste toujours possible, hein, parce que d'abord il faudrait voir son impact sur l'emploi, sur le développement local. Ensuite, parce que lorsqu'on parle de l'emploi, c'est pas seulement les joueurs qui sont dans un club, mais c'est tout un staff, hein, mais aussi les emplois directs comme les emplois indirects. Oui. Voilà. Donc ensuite, voir donc ce que gagnent donc ces athlètes-là sur de haut niveau. Et tout ce qu'ils font aussi au niveau de leur terroir respectif, je vais même dire dans leur pays, hein, parce que si vous prenez un athlète comme Gorgui Sy Dieng, ce qu'il fait ne se limite pas seulement à Kébémer, mais c'est partout au Sénégal. Et c'est pareil aussi pour d'autres qui sont donc sur cette même lancée. Donc cela veut dire simplement que quel que soit ce que nous allons dire, il s'avère nécessaire de comprendre qu'il y a quand même une corrélation positive entre vraiment le sport au niveau de manière générale et surtout donc le développement, parce que c'est une contribution quand même positive. Alors le plan Sénégal émergent a insisté sur 3 axes, dont un effectivement c'est pour édifier justement des infrastructures de premier plan qui permettraient sans doute au Sénégal de répondre présent quand en 2035 il y aura peut-être le rendez-vous de la croissance. Est-ce qu'aujourd'hui la construction d'infrastructures sportives pourrait faire jonction avec le plan Sénégal émergent, donc pour mieux booster encore ce projet d'un Sénégal qui serait émergent en 2035? Oui, c'est extrêmement difficile de parler de développement sans infrastructure. Donc, toutes sortes d'infrastructures, hein, qu'il s'agisse d'infrastructures donc routières, autoroutières, universitaires, hospitalières, etc., etc. Donc, surtout sportives. Donc, vous ne pouvez pas pratiquer du football ou en tout cas du sport de haut niveau sans pour autant avoir donc des infrastructures dignes de ce nom. Cela veut dire que cette victoire, en tout cas du Sénégal, moi, je me dis que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Oui, parce que certes, il faudrait avoir des infrastructures, mais aussi il faudrait qu'il y ait derrière de la formation. Donc ça veut dire que au-delà donc, de cette victoire, les gens, je pense, vont maintenant prendre les choses au sérieux et se dire que si on voudrait vraiment maintenir cette dynamique, on ne va plus faire vraiment aller dans donc quelque chose qui est aléatoire, mais plutôt faire de la formation et s'assurer toujours d'une relève. Hein, parce que dans la plupart du temps, ceux qui nous donnent entièrement satisfaction n'ont pas totalement été formés. Donc chez nous, on n'a pas des clubs de Ligue 1 qui sont compétitifs au niveau africain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de manquements. Voilà. Maintenant, comme je l'avais dit donc tout à l'heure, avec cette dynamique de victoire, je pense que les autorités seront disposées à fournir beaucoup plus d'efforts pour accompagner le développement du sport aussi dans les régions de l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de talents perdus. Hein. Et si même vous regardez tous ceux qui nous donnent satisfaction, souvent même c'est des gens qui viennent des régions de l'intérieur. Donc ça veut dire que et parfois même en écoutant leur parcours, ou plutôt qu'on vous décrive leur parcours, vous vous rendez compte que mine de rien, ça pouvait être même un talent perdu. Alors ne devait pas être le cas. Si maintenant on raisonne par l'absurde, est-ce que le Sénégal, en se projetant comme un pays hub sportif, peut accueillir des matchs de la Mauritanie, des matchs de la Guinée, du Mali, de la Guinée-Bissau et même peut-être de Gambie? Ce n'est pas prétentieux, mais c'est simplement que de dire on est dans une sorte de processus d'intégration. Les Guinéens peuvent venir jouer à Dakar et inversement le lendemain. Tout à fait, et ça reste possible. Oui. Aussi organiser ce qu'on appelle des tournois, hein, où les pays peuvent se retrouver quelque part pendant une semaine, faire voilà, rapidement un tournoi, il y en a 4 ou 6 équipes, etc., ou 8, tout ça, ça reste dans le domaine du possible. Le Sénégal, lorsqu'il avait quelques problèmes et qu'on avait suspendu le stade Léopold Sédar Senghor, on jouait nos matchs soit au Maroc ou encore au Mali. Je pense qu'il y avait une fois où on avait, une fois, etc. Cela montrait déjà qu'il n'y avait pas assez d'infrastructures. Parce que le seul stade qu'on avait qui était opérationnel et qui était vraiment homologué par la CAF et la FIFA, c'était le Léopold Sédar Senghor. Oui. Alors que c'est un stade même qui date de 1985.
Depuis lors, on n'a pas conçu un stade digne de ce nom. Ouais. Voilà, si vous prenez c'est ça. Demba Diop, c'est très loin, c'est 1963. Oui, voilà, donc vraiment pour moi, c'est vraiment une infrastructure qui est venue à son heure. Après maintenant, il y a d'autres débats qui peuvent venir peut-être plus tard sur le coût. Même si les délais d'exécution étaient quand même vraiment respectés et vraiment extrêmement courts, pour ne pas dire très efficaces. Dernière question, le sujet est très intéressant, mais est-ce qu'avec des infrastructures de très haut niveau, bien réparties géographiquement parlant et spécialement, est-ce qu'il y a plus de performances sportives à attendre? La logique voudrait que si on a plus d'infrastructures, plus on s'occupe donc de la formation. Oui. Et de toutes les catégories. De toutes les catégories. Cela veut dire simplement qu'on ne peut pas négliger ceux qui s'occupent de la formation des formateurs. Et en l'espèce, je pense que l'INSEPS est en pole position. Donc l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, où on a vraiment des spécialistes de haut niveau dans presque toutes les disciplines. Voilà. Si vous prenez donc le football, donc on a donc des spécialistes qui sont là-bas. D'ailleurs, l'actuel DTN, donc de chez nous. Vous prenez l'athlétisme, même chose, le volleyball, la natation, etc. Ça veut dire que on met l'accent aussi sur la formation des formateurs qui vont après s'occuper vraiment de cette formation. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas donc des résultats. Surtout que maintenant, on se dirige vers les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. 2026. Voilà, donc ça veut dire qu'il faudrait très rapidement quand même mettre l'accent sur ça et éviter de faire ce qu'on appelle les solutions de dernière minute. Attendre jusqu'à 1 an des Jeux olympiques pour vraiment accorder une bourse aux jeunes, voilà, et ensuite dire qu'on avait fait quelque chose. Non, ça ne se peut pas très tôt. Et moi, je reste vraiment très positif quand même. Voilà, Dr Gassama était notre invité justement dans le coin éco. Awa. Merci beaucoup, doyen Mamadou Ndiaye. Merci également à votre invité, Dr Mor Gassama. C'était donc Coin Éco dans la Total Dimanche. La suite, tout de suite. Alors, ailleurs A nous mène ce soir à Diamniadio, qui a d'ailleurs changé de visage grâce au pôle urbain qui est en train de décongestionner Dakar, la capitale, même si le pôle présente des avantages. Les disparités avec cette commune sont grandes, des populations qui émettent des réserves sur le sort réservé à la commune qu'elles considèrent laissée en rade. Le reportage est signé Babacar Seck. Le pôle urbain est en train de changer le visage de Diamniadio. Créé en 2014, des infrastructures d'envergure ainsi que des immeubles à usage d'habitation sont sortis de terre, dessinant ainsi les contours de la nouvelle ville. Dans l'ensemble, les populations de la commune apprécient le pôle urbain. À l'intérieur de ce pôle, il y a plusieurs infrastructures d'une dimension internationale. On peut citer véritablement le garde des gros porteurs. On peut citer d'autres infrastructures comme la SOGIP et l'ensemble des entreprises qui sont implantées juste à mes côtés. On peut citer aussi la terre. Récemment, le président de la République a inauguré le grand stade Maître Abdoulaye Wade, le stade qui a fait savurer le cœur de plusieurs jeunes de Diamniadio, mais aussi de jeunes sénégalais. Tout n'est pas rose entre les populations de Diamniadio commune et le pôle urbain. Elles interpellent les autorités en charge de la gestion du pôle sur la prise en compte en besoin d'emploi de la jeunesse et demandent la hausse de la subvention à la commune qui s'élève à 500 millions de francs par année. La SOGIP, la DGPI, l'ensemble des grandes entreprises qui sont logées ici, d'ouvrir les portes, de permettre à la population véritablement, en matière d'emploi, de bénéficier en matière d'emploi, de bénéficier aussi en matière de responsabilité sociale et environnementale. Parce que 500 millions par mois, ce n'est rien par rapport à tous ces milliards qui sont là. Donc, je pense qu'il faut augmenter du moins le budget. Mais au-delà du fait d'augmenter le budget, il faut plus d'efforts dans le cadre des RSE, dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Mais aussi, il faut essayer de trouver des relations fluides avec la population locale. La population de Deni Malick Gueye et Babacar Diop, à proximité du pôle urbain, a exprimé son inquiétude face à la pression foncière qu'elle subit. Bien vrai que c'est pour le développement de la commune, mais aussi
le pôle urbain nous a pris beaucoup de terre. Je pense que dans l'avenir, notre quartier risque de disparaître. Parce que le pôle avance de pas à pas et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Il nous prit nos terres de gauche à droite sans aucun dédommagement. Le contraste est saisissant entre le pôle urbain et la commune. La présence d'abris provisoires à l'école de Ghent, à moins d'1 kilomètre du domaine industriel, l'illustre. On ne peut pas concevoir dans une ville qui est proche des infrastructures qui sont dédiées véritablement, des grandes infrastructures qui sont dédiées à la population comme le pôle urbain et l'ensemble des entreprises, qui est proche véritablement des milliards qui sont cités chaque jour près à Diamniadio. On ne peut pas concevoir qu'il y ait des abris provisoires. Donc, l'autorité locale ou bien la mairie de Diamniadio doit prendre ses responsabilités par rapport à cela. Au-delà de cela, la population a essayé. Mais la population ne peut poser que des actes de volontariat. Mais ces actes de volontariat ne peuvent pas suffire sans l'appui véritablement des autorités locales, mais aussi sans l'appui de l'État. Ce que réclament les populations de la commune de Diamniadio, c'est un nivellement par le haut pour qu'elles puissent profiter pleinement des avantages qu'offre la nouvelle ville de Diamniadio. C'était donc tranche de vie dans la Totale Dimanche qui revient tout à l'heure après le bulletin d'information avec Aminata. À tout à l'heure. Rebonsoir et c'est reparti pour la deuxième et dernière partie de la Totale Dimanche à présent. Donc place au bouillon culture. Nous parlons de la tradition du drapeau national. D'où vient-il? C'est-elle plutôt? C'est quoi un drapeau national? Retenez que le drapeau national, même si c'était une étoffe de tissu, regorge plutôt de beaucoup de symboles et de significations qui unissent toute une nation. Raison pour laquelle donc le drapeau national est donné aux forces armées, mais aussi aux sportifs quand ils représentent leur nation à l'étranger. Dans les institutions également, le drapeau national y est toujours présent. Allons voir le sujet de Boubacar Dieng. Un drapeau est une étoffe attachée à une hampe et portant les couleurs, les emblèmes d'une nation, d'un groupement, d'un chef pour servir de signe de ralliement, de symbole aussi. Le drapeau du Sénégal est donc un symbole d'appartenance à la nation sénégalaise. Il est aussi le symbole de notre indépendance et traduit l'unité, la cohésion de tous les fils de la nation. Certes, un morceau de tissu arborant les couleurs de notre nation, vert, jaune, rouge, avec une étoile verte sur la bande jaune, mais il est un des symboles de notre nation. Le drapeau est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires, lors des commémorations nationales. Le drapeau est aussi un étendard de guerre. On le donne aux équipes sportives pour leurs rencontres à l'international, pour leur rappeler qu'ils portent l'espoir de toute une nation, qu'ils défendent les couleurs d'un peuple et qu'ils doivent ramener la victoire avec ce drapeau. Mais pas que. Le drapeau est aussi remis aux contingents armés lors de leur départ en mission. C'est un message symbolique qui leur est adressé car ils partent en mission pour défendre les valeurs auxquelles l'État du Sénégal croit et pour lesquelles il se bat. En général, la remise du drapeau est suivie d'un discours de rappel sur ces mêmes valeurs. C'est aussi une sorte de diplomatie silencieuse pour les autres peuples qui voient arriver les troupes sénégalaises et peuvent être sûrs des valeurs de la République défendues par ces troupes. Lors d'une guerre, le drapeau ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi. Il faut toujours quelqu'un pour hisser le drapeau, d'où les cérémonies de remise du drapeau au corps militaire ou aux sportifs. C'était donc le récit de Boubacar Dieng sur le drapeau national, sa signification, ses symboles et ce qu'il représente pour la nation. Boubacar Dieng est d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Awa. Alors le drapeau, il existe bien des usages et protocoles liés à ce drapeau national. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, donc Awa, l'un des usages ou bien des protocoles les plus connus, c'est la mise en berne du drapeau national. Souvent quand il y a un deuil national ou bien quand une personnalité est décédée,
Donc on met le drapeau en berne pour lui rendre hommage. Mais aussi ce drapeau-là, souvent on recouvre les cercueils donc, des militaires qui sont tombés au front, donc qui sont tombés dans un territoire étranger. Donc on recouvre bien, on enveloppe leur cercueil avec ce drapeau national-là, mais aussi quand il y a des personnalités qui décèdent, donc on recouvre le cercueil avec ce drapeau national. On a vu l'exemple de Pape Bouba Diop qui est décédé donc récemment, l'ancien footballeur sénégalais. On a vu aussi l'exemple de Bruno Diatta et bien d'autres personnalités qui sont décédées et leur cercueil était recouvert de ce drapeau national-là qui est le drapeau du Sénégal. Quand on recouvre ce drapeau, donc le cercueil avec ce drapeau, c'est d'une part pour rendre hommage à cette personne-là, remercier cette personne, mais aussi lui dire que cette personne-là est morte donc en défendant les valeurs de ce pays en question, que ce soit le Sénégal ou bien la France, mais aussi pour le remercier en quelque sorte d'avoir donc voilà rendu service à la nation, d'être mort pour défendre le pays. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui les Sénégalais ont la culture, est-ce que ici la culture du drapeau national est perpétuée? Quel est le lien entre les Sénégalais et le drapeau national? Oui, c'est un lien très fort, puisque déjà à l'école primaire, souvent il m'arrive de passer devant une école primaire les lundis, il y a la levée des couleurs, donc c'est institutionnalisé je peux dire, puisque dans toutes les écoles du pays, lundi, que ce soit à l'école primaire, au collège ou bien au lycée, chaque lundi à 8 h, il y a la levée des couleurs. Tous les élèves sont priés d'être présents à cette heure-là. Ceux qui viennent en retard donc, ne vont pas participer à cela puisque donc, tout le monde doit y être avant 8 h et on lève le drapeau national. On chante l'hymne national, on fait un discours qui rappelle ces élèves-là ce que sont ou bien ce qu'est la valeur de ce drapeau-là pour que l'esprit de patriotisme puisse vibrer dans leur cœur. Voilà, Boubacar Dieng donc pour Bouillon Culture, merci pour toutes ces informations sur le drapeau national que nous devons tous respecter, que nous devons tous honorer parce que cela représente les couleurs, les symboles, mais surtout les croyances de cette nation. Merci. La suite de Total Dimanche. Diplomate qui s'arrête ce soir sur la situation en Ukraine. L'Ukraine, oui, les dernières informations nous rappellent que des pourparlers entre Kiev et Moscou sont confirmés par les autorités ukrainiennes, par le président ukrainien lui-même. L'Ukraine qui face d'ailleurs, je le rappelle, depuis le 24 février, une invasion de l'armée russe dans ce pays, une attaque militaire de la Russie perpétrée depuis mardi et qui se poursuit. Et ce soir, nous vous proposons l'analyse d'un spécialiste sur les possibles conséquences de cette guerre-là sur les différents secteurs d'activité, mais aussi sur le monde de manière générale. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Dr Abdourahmane Diallo. Il est enseignant-chercheur des langues et civilisations slave à l'UCAD. Bonsoir, Dr Diallo. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je le rappelle, l'Ukraine et la Russie sont en guerre depuis mardi dernier. Vladimir Poutine, qui considère l'intervention militaire en Ukraine comme une question de vie et de mort pour des raisons de sécurité et des raisons de géostratégie. Je le rappelle, la Russie ne peut accepter que l'Ukraine intègre l'OTAN, le nerf de la guerre, si je peux le dire ainsi. Les Occidentaux, eux, parlent de violation du droit international. D'après vous, qui a raison ou qui a tort dans cette histoire? Merci de votre question. Seulement, je voudrais tout simplement rappeler deux considérations historiques qui sont très très importantes aux yeux des observateurs et des analystes. Il s'agit de l'année 1954 qui marque le rattachement de la Crimée à l'Ukraine. Donc, à titre de rappel, la Crimée ne faisait pas partie intégrante de l'Ukraine. Mais aussi de 1922 à 1991, naturellement, l'Ukraine et la Russie se retrouvaient au sein de l'URSS. À partir maintenant de l'effondrement de l'URSS, l'Ukraine prend son indépendance et devient un pays indépendant. Cette indépendance, naturellement, était acceptée par la Russie puisque c'était la fin de l'URSS. Maintenant, avec la volonté de l'Ukraine de retrouver l'Union européenne par ricochet l'OTAN, ça n'arrange pas naturellement Vladimir Poutine. Du coup, Vladimir Poutine avait jugé utile de faire revenir la Crimée, puisque la Crimée initialement ne faisait pas partie de l'Ukraine.
Ceci a eu lieu en 2014. À partir maintenant de 2022, comme nous le savons tous, le Donbass, composé essentiellement des régions que sont Donetsk et Lugansk, ont décidé de prendre également leur indépendance vis-à-vis de l'Ukraine, avec cette volonté de son président Zelensky de retrouver l'Union européenne. Pour Vladimir Poutine, comme vous venez de le dire, c'est une question éminemment sécuritaire, mais qui relève également de la géostratégie et par extension de la géoéconomie. L'Ukraine, c'est plus de 40% du stock de gaz russe. Et c'est par l'Ukraine, naturellement, que transite le gaz qui va en Union européenne. Ce gaz, c'est 40% de la consommation énergétique de l'Union européenne. Maintenant, l'Union européenne souhaite véritablement garder l'Ukraine comme partenaire stratégique, mais Vladimir Poutine également ne souhaiterait pas que l'Ukraine se retrouve au sein de l'Union européenne. Ce serait un voisin encombrant. Donc, il faut essayer de comprendre ces deux positions qui sont des positions divergentes et de part et d'autre, on peut comprendre et l'Union européenne et Vladimir Poutine. Mais au-delà de tout cela, quelles sont les conséquences immédiates pour la population ukrainienne? Nous en faisons face, c'est la catastrophe. Ce sont des personnes qui meurent, des civils surtout. Du coup, cette guerre aurait dû véritablement être évitée pour préserver l'intégralité de l'Ukraine, en tenant compte de la volonté surtout de Vladimir Poutine de ne pas vouloir cohabiter avec un voisin encombrant. Justement, les Occidentaux ont annoncé de lourdes sanctions économiques contre la Russie après cette invasion en Ukraine. Le pays est d'ailleurs exclu du réseau bancaire SWIFT. Est-ce une sanction efficace? Cette sanction, je ne pense pas que ce soit une sanction efficace, puisqu'il faut rappeler qu'à partir de 2014, la Russie avait déjà eu à signer un accord relativement à son gaz avec la Chine. Donc c'est un accord d'une valeur de 400 millions de dollars et cet accord devait être opérationnel à partir de 2018. Du coup, la Russie va faire recours à cela et la Chine, comme vous le savez aussi, a des avantages intrinsèques en Ukraine. Les gens n'en parlent pas, mais aujourd'hui, depuis la crise de 2014, la Chine s'est procuré pas moins de 3 millions d'hectares de terre en Ukraine. Donc, il n'est pas dans l'intérêt également de la Chine que cette crise dégénère, mais aussi et surtout que la Russie perde cette invasion-là. En perdant cette invasion, naturellement, beaucoup de choses seront remises en cause. L'autre chose, c'est quoi? On n'en parle pas, mais il est sûr et certain que le fils de l'actuel président des États-Unis d'Amérique, Hunter Biden, c'est quelqu'un qui a eu à travailler dans l'industrie gazière et pétrolière ukrainienne. Il a été recruté, nommé au sein de Brussman Holding. Et donc, comme expert de ce domaine, naturellement, il a eu des intérêts qu'il a eu à défendre. Et quelque part, on ne peut pas véritablement approfondir la question, mais quelque part, c'est la présence des États-Unis que nous pouvons mettre en exergue ici. Le fils même de l'actuel président des États-Unis d'Amérique a eu à intervenir dans l'industrie gazo-pétrolière ukrainienne. L'autre chose, ce sont les conséquences, comme vous le dites. Naturellement, l'Ukraine sans la Russie, comme on le dit, c'est une hérésie. On ne peut pas, puisque déjà, il y a la géographie qui contraint véritablement la Russie et l'Ukraine à cohabiter. Mais aussi, il y a les ressources énergétiques qui contraignent l'Ukraine à dépendre de la Russie. Et par voie de conséquence, l'Union européenne à dépendre de l'Ukraine. Donc, ce sont là des questions très alambiquées qui, de part et d'autre, n'épargnent ni la Russie, ni l'Ukraine, ni l'Union européenne. Et parmi ces conséquences aussi, aujourd'hui, le coût du fret sur la mer Noire a augmenté. Au Sénégal, les meuniers parlent déjà, les meuniers et les boulangers, bien sûr, ils craignent une possible répercussion sur le prix de la farine et par conséquent sur celui du pain, car la Russie et l'Ukraine, rappelons-le, sont des greniers du blé. Est-ce que cette hypothèse est plausible? Effectivement, c'est une hypothèse recevable, en ce sens que 30% du blé consommé dans le monde vient essentiellement de la Russie et de l'Ukraine. Donc, c'est un pourcentage de pas moins de
30%, 17% pour la Russie et 13% pour l'Ukraine. Ce qui fait naturellement, si cette importation du blé se pose au niveau mondial, et par extension au niveau africain, ça risque véritablement d'impacter sur nos économies, surtout sur la consommation du pain au Sénégal. C'est vrai que récemment, le prix du pain a été vu à la hausse à hauteur de 25%. Maintenant, avec la flambée éventuelle du prix du blé au niveau mondial, ça risque véritablement d'avoir une répercussion sur les prix du pain un peu partout à travers le monde. Vous avez mentionné tout à l'heure les conséquences sur les industries minières, les industries pétrolières également. Peut-on redouter une rupture du pétrole et du gaz dans le monde, car la Russie, rappelons-le, pèse quand même 40% en termes d'exportation? Rupture, non, il n'y aura pas de rupture, mais il y aura des impacts négatifs sur la consommation, surtout pour les petits consommateurs, ceux qui s'activent surtout dans les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. Car le gaz, comme vous le savez, la Russie c'est le premier exportateur de gaz dans le monde, deuxième exportateur de pétrole. Et comme je viens de le dire, 40% de la consommation énergétique gazière de l'Union européenne vient de la Russie, et les pays de l'Union européenne ne produisent que 10% de leur consommation énergétique, ce qui veut dire que l'Union européenne est fortement dépendante du gaz russe. Aujourd'hui, faire croire aux gens que cette crise n'aura pas des impacts sur l'Union européenne et sur les autres pays qui dépendent de l'Union européenne, ce serait véritablement se tromper lourdement d'ailleurs. Par voie de conséquence, accepter que cette crise aura des répercussions négatives et sur l'Union européenne et sur les pays africains essentiellement. Et au-delà de ces conséquences économiques, quels peuvent être les impacts négatifs sur le monde, sur l'Afrique et sur le Sénégal en particulier? Bon, ce qu'il faut craindre et essayer de comprendre, c'est qu'il y aura une nouvelle redistribution des cartes, puisque la Chine et la Russie, c'est un marché très important pour l'Union européenne, mais aussi pour les États-Unis. Par exemple, quand nous prenons un pays comme le Sénégal, en 2018, le Sénégal a importé les recettes au titre des importations pour le Sénégal sont pas moins de 300 milliards de francs CFA. Ce qui fait que le Sénégal est fortement dépendant des importations russes, et le Sénégal n'a exporté que 10 milliards vers la Russie. Du coup, le fait que cette crise perdure risque de nous amener à une hausse des prix, et cette hausse des prix, naturellement, aura des effets non seulement collatéraux, mais transversaux. Voilà donc, Dr Abdourahmane Diallo, je rappelle que vous étiez en ligne avec nous dans Diplomate pour parler de la situation en Ukraine. Je le rappelle, les autorités ukrainiennes ont confirmé tout à l'heure des pourparlers avec Moscou, pourparlers confirmés par le président ukrainien. Je rappelle également que l'Union européenne craint déjà des millions de déplacés venant de l'Ukraine dans cette guerre, dans cette crise entre Moscou et Kiev. La suite de la totale dimanche, c'est tout à l'heure. En tranche de vie donc, qui s'intéresse donc au métier de bijoutier, un métier à risque selon, si l'on s'en fie au prétexte de cette semaine, un jeune bijoutier tué la semaine passée et laissé dans sa voiture. C'est un métier dangereux, les travailleurs en sont conscients, même s'ils ne peuvent pas faire autrement, ils essayent tant bien que mal d'assurer leur propre sécurité. Tranche de vie. Allons. Lalourous est un coin très réputé de Sandaga où l'or se vend et s'achète comme du petit pain. Ces bijoutiers manient l'or quotidiennement, un trésor que guettent les cambrioleurs, mais ils font sans doute face à une détermination des propriétaires qui protègent vaille que vaille leur commerce. Certains n'hésitent pas à dormir à côté. Je garde soigneusement mon or. Je fais aussi très attention.
J'ai tellement peur de sortir. La nuit, je reste chez moi afin de veiller sur mon trésor. Les malfaiteurs sont prêts à tout. L'insécurité devient de plus en plus alarmante, mais pire encore, dans le secteur de la bijouterie. Selon ce bijoutier, ils font face à des scènes de cambriolage récurrentes. L'insécurité est beaucoup plus notoire dans notre secteur. C'est tout le temps des cambriolages. Parfois, des bijoutiers sont piégés par des malfaiteurs qui emportent leur fortune. Il y a vraiment un manque de sécurité ici. Au marché Tilène, l'or brille également dans un espace où il est subtilement rangé dans des vitrines. Ici, les bijoutiers ont une stratégie pour garder leur trésor. Nous avons un magasin très sécurisé où chacun dispose d'un coffre. La descente, chacun va y déposer son or. Il y a des gens qui payent. Pour nous, c'est le meilleur moyen de sécurisation. À Sandaga comme au marché Tilène, les bijoutiers sont sans cesse soucieux de la sécurité de l'or qui se trouve entre leurs mains. Quotidiennement, un trésor qui génère des fortunes et attire également les cambrioleurs. Et voilà, c'est sur cette tranche de vie que se referme ce magazine d'information. La Totale Dimanche, merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine en compagnie des programmes d'ITV.